Bien, bonjour à toutes et à tous. Content de revenir aux amphis, content de vous retrouver. Et je vous félicite parce que quand même, vous commencez les amphis par de l'économie. Bon, généralement, c'est pas le truc le plus sexy au monde. Quand on parle d'économie, généralement, quand je dis que je suis économiste, les gens me disent l'économie, tout le monde a eu un rapport très douloureux souvent avec l'économie, je sais pas, ou au lycée ou ailleurs. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer de vous montrer que c'est pas une discipline si terrible que ça, et que justement, vous pouvez comprendre plein de choses. Bien que un certain nombre d'intervenants, que ce soit des économistes eux-mêmes ou dans la sphère politique, vous disent non, ça c'est des affaires de spécialistes, laissez, on s'occupe. Généralement, quand on laisse s'occuper, effectivement, ils s'occupent. Mais c'est rarement à notre avantage. Bon. Alors pardon, je ne me suis pas présenté. Éric Baird. Donc, je suis universitaire, je suis économiste, bien évidemment. J'enseigne à l'université de Bordeaux et je suis également le co-animateur du département d'économie de l'Institut La Boétie avec Aurélie Trouvé. Voilà pour les présentations. Donc là, l'intitulé de cette formation, en fait, c'est une formation que je dispense depuis plusieurs années au sein de l'école de formation de l'Institut La Boétie. Alors ça va être un peu différent parce qu'on n'a pas le même volume horaire, mais peu importe. Et ça s'appelle « Contrer l'économie dominante ». Donc l'idée ici, ça va être d'essayer de comprendre comment fonctionne cette économie dominante, qu'est-ce que c'est que cette économie dominante, et puis de la déconstruire, ou de la dégommer carrément, de montrer pourquoi... il faut, pour bien appréhender son adversaire, il faut bien le comprendre. Donc on va essayer de comprendre que c'est très cohérent. L'économie dominante, elle a une logique tout à fait cohérente. Fausse, mais cohérente. Et qu'elle sert à un certain nombre d'objectifs bien précis. Et donc, l'idée, c'est de déconstruire. Alors évidemment, je n'ai pas prétention en 1h30 à l'exhaustivité, mais on va essayer de mettre en avant un certain nombre d'éléments qui sont dans le débat public et de voir comment on peut décortiquer ça, ce qu'il y a derrière et comment s'y opposer. Bon. Bien évidemment, je ne vais pas faire 1h30 de monologue. On gardera du temps pour un échange avec vous, parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas être très claires ou vous aurez des questions sur des thèmes que je n'aurai pas abordés. Donc, on se gardera un temps d'échange. Alors, quand on parle de l'économie dominante, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'économie dominante, c'est le néolibéralisme. Alors le néolibéralisme, pour présenter ça très rapidement, il y a eu un libéralisme. Ça, c'était au XIXe siècle. Le libéralisme, c'était l'idée que l'État doit se désengager des activités économiques, l'État doit se concentrer sur ses fonctions régaliennes, police, justice, armée, et puis le reste, on laisse ça à l'initiative privée et au marché. Alors ça, on va revenir sur cette idée, ce concept de marché. Donc ça, c'était le libéralisme du XIXe siècle. On a eu une phase après la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, de ce qu'on appelle keynésianisme, du nom de l'économiste anglais John Maynard Keynes, qui est en fait un peu le père de ce qu'on appelle l'État-providence, l'État social, avec l'idée que l'État a un rôle central à jouer, il a un rôle moteur, déjà pour dire collectivement où on veut aller et comment on veut y aller, et il a un effet normalement d'entraînement du reste de la sphère économique privée. Bon. Donc l'État, en fait, dirige, contrôle en quelque sorte la sphère privée. Et puis, il y a eu un retournement idéologique à la fin des années 70 et au début des années 80. Notamment avec l'arrivée au pouvoir, vous savez, l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher au Royaume-Uni en 1979 et de Ronald Reagan fin 1980. Et ça va donner le coup d'envoi à cette période dite néolibérale. Alors, ce n'est pas apparu comme ça, parce que le néolibéralisme, ça se discute déjà depuis, même avant la Seconde Guerre mondiale,
et depuis l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui est à la base de ça? La base, c'est d'avoir un État qui est non pas là pour contrôler le marché, mais qui se met au service du marché. L'idée, c'est comme le libéralisme, il faut faire confiance au marché. Le marché est le meilleur outil de coordination des actions de millions de personnes. Mais ce marché ne fonctionne pas efficacement de lui-même. Il n'y a pas un marché totalement efficace par lui-même. Donc il faut que l'État vienne aider le marché à mieux fonctionner. Donc, État-providence à la Keynes, l'État contrôle le marché et aussi corrige les erreurs du marché. L'État néolibéral se met, dans le néolibéralisme, l'État se met au service du marché. Alors, il faut qu'on définisse ce que c'est que ce marché. Parce que le marché, vous entendez ça matin, midi et soir. On parle du marché de ceci, du marché de cela, des marchés financiers, du marché de l'automobile, du marché de l'immobilier, des marchés monétaires. Bon, tout devient marché. Le marché, en tant qu'entité économique telle qu'on la connaît, si j'osais, je dirais que c'est un peu comme Dieu. Personne ne l'a vu, mais tout le monde le fait parler. Le marché, c'est une construction. Ça n'a pas de réalité physique. Ce n'est pas le marché du dimanche matin où vous allez faire vos courses ou vous allez tracter. Donc là, le marché dont il est question, c'est une construction sociale. C'est là, c'est le lieu où se rencontrent des gens qui, alors quand je dis des gens, c'est des ménages ou c'est des entreprises, des gens qui ont quelque chose à offrir, à vendre, et d'autres qui ont quelque chose qu'ils souhaitent acheter. Donc il y a une offre et il y a une demande. Et par le jeu de la loi de l'offre et la demande, vous avez tous entendu parler de ça. On vous dit ah ouais, c'est la loi de l'offre et de la demande. Eh bien, il y a un équilibre qui se réalise entre les deux. Grâce à quoi? Grâce aux variations de prix. En fait, ce sont les prix, les variations de prix qui vont permettre d'atteindre l'équilibre sur tous les marchés, quels qu'ils soient. Parce qu'évidemment, je ne sais pas, moi, sur un marché, on peut avoir une offre qui est égale à 100 unités d'un bien quelconque, et la demande qui va être uniquement de 60. Bon, ben là, vous avez un déséquilibre. Que se passe-t-il d'après la théorie dominante? Eh bien, le prix va varier. La loi de l'offre et de la demande, elle vous dit ça. Elle vous dit, si l'offre d'un bien ou d'un service est supérieure à sa demande, on va avoir une variation de prix. Et que va faire le prix si l'offre est plus grande et plus élevée que la demande? Le prix va baisser. Le prix va baisser pour essayer de rééquilibrer tout ça. Si les prix baissent, ça devient moins intéressant de vendre, donc l'offre va baisser. Et si les prix baissent, à l'inverse, la demande va augmenter parce que c'est plus intéressant d'acheter puisque le prix est moins élevé. Et par le jeu de la variation des prix, on est supposé rééquilibrer tout ça. À l'inverse, quand la demande est supérieure à l'offre, eh bien, les prix augmentent. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que l'économie dominante prétend régir l'ensemble des activités économiques. C'est simple. Bon. Sauf que, est-ce que, à votre avis, les prix sont déterminés en fonction de l'offre et de la demande? Je prends un exemple que certains ont déjà entendu ici, s'ils ont suivi les cursus de la Boétie. Vous rentrez dans votre boulangerie. Si il reste 10 baguettes derrière le boulanger et que vous êtes 4 dans la boulangerie, est-ce que vous lui dites « Ah, la demande est inférieure », on suppose que chacun veut une baguette, la demande est inférieure à l'offre, donc il va falloir baisser le prix de votre baguette. Ou à l'inverse, vous rentrez à 4 dans la boulangerie, il y a une baguette. Je voudrais voir votre tête si le boulanger vous dit « Alors, qui met le prix là pour l'acheter ?» Bon, vos rires montrent bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous rentrez,
Le prix il est affiché, s'il y a, vous achetez, et vous ne négociez pas le prix. Tout ça pour dire que cette loi de l'offre et de la demande, elle est très largement fausse. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une loi. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne jamais. Mais ce n'est pas une loi, parce que les prix ne sont pas fixés de cette façon-là dans la grande majorité des cas. Bien sûr, dans certains cas, ça fonctionne. Le cours des titres financiers dépend instantanément du niveau de l'offre et de la demande. Et le cours d'une action s'ajuste automatiquement en fonction des offres et des demandes. Donc là, ça marche. Dans le prix d'un certain nombre de matières premières, le pétrole, etc. Ou de denrées alimentaires, le prix du riz, le prix du café, le prix du cacao. Bon. Mais dans la très grande majorité des cas, les prix ils sont fixés différemment. Ils sont fixés comment ? Eh bien, si on reste sur le cas de notre boulanger, il calcule tout ce que ça lui a coûté de fabriquer une baguette, le loyer de sa boulangerie s'il paye, les salaires de ses employés, l'électricité, la farine et tout ce que vous voulez. Il ramène ça au coût pour une baguette. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il rajoute un petit quelque chose qui va être son bénéfice. Et c'est comme ça que sont formés les prix, dans la majorité des cas. Bon. Alors, pourquoi je vous précise ça ? Parce qu'on est arc-bouté dans l'économie dominante sur l'idée que le marché va tout régler. Or, le marché, la plupart du temps, il met la bagaille. Plutôt qu'il ne règle des choses, alors je suis un peu peut-être sévère, et encore à peine, le marché, ça peut fonctionner par temps calme. Quand tout va bien, effectivement, vous pouvez avoir des petits ajustements de prix, quand il y a un petit décalage, bon, ça peut éventuellement. Mais quand vous êtes dans des périodes de crise où il faut prendre des mesures assez fortes, importantes et rapides, vous ne pouvez pas attendre que les prix s'ajustent. Donc ça ne va pas fonctionner, de cette façon. Et derrière la fiction du marché, il y a aussi la fiction de comment nous, individus, sommes représentés par l'économie dominante. Et comment on est représenté ? On est représenté sous la forme d'un homo economicus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Donc en fait, l'homo economicus, c'est quoi ? C'est un individu dont la seule volonté, c'est de consommer. Et plus il consomme, plus il est heureux. Je suppose que c'est votre cas à tous ici, comme moi. Donc on se retrouve bien dans cet homo economicus. Mais pourtant, il est à la base de l'économie dominante. Toutes les politiques néolibérales reposent sur ce genre d'idées. Pourquoi j'essaie de vous les présenter un petit peu ? C'est pour vous montrer à quel point elles sont absurdes. Et qu'on bâtit des politiques économiques sur des hypothèses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, l'individu est vu comme un simple consommateur, et donc sa seule satisfaction, c'est de consommer, de pouvoir dépenser son revenu en achat de biens de consommation. Et du côté des entreprises, eh bien, l'objectif, c'est de produire, d'accumuler, de faire du profit. Bon, alors ça, c'est la logique intrinsèque au capitalisme. Le capitalisme, ça repose sur deux choses, l'accumulation et la propriété privée des moyens de production, qui fait que, justement, on sépare les détenteurs des moyens de production, les capitalistes, en termes marxistes, et de l'autre côté, les travailleurs qui n'ont que leur force de travail, et ils louent leur force de travail aux capitalistes pour obtenir un revenu. Donc, on voit ici, on a ici cette logique, et on nous vante la concurrence, parce qu'on nous dit, bien, la concurrence, alors les plus anciens se rappelleront du référendum et toute la campagne qui avait précédé le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel, où on nous vantait la concurrence libre et non faussée.
Alors en économie, on parle de concurrence pure et parfaite, hein, mais c'est pareil. C'est-à-dire c'est une fiction totale. C'est un truc, ça n'existe jamais et ça n'existera jamais. Simplement, l'économie dominante, elle définit une sorte de monde idéal qui serait ce monde-là où on serait dans la concurrence parfaite, les individus agiraient comme ça en tant que consommateurs, etc. Et on nous dit, bah, si le monde fonctionnait de cette façon-là, on peut vous dire quelle est la meilleure situation possible. Et donc, ce monde-là, il repose sur des hypothèses totalement farfelues. Par exemple, l'idée d'une information parfaite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un achat, vous êtes au courant de tout. Je ne sais pas, moi, vous allez acheter un téléphone portable. Eh bien, quand vous faites votre achat, vous disposez d'une information parfaite pour faire le meilleur choix possible. Vous êtes au courant de tous les prix, les caractéristiques des différents téléphones, et ça vous permet de prendre la meilleure décision possible. Bon, on est bien d'accord que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Et donc, on a ces idées absurdes sur lesquelles repose l'économie dominante, qui permettent de bâtir une sorte de monde idéal qui est complètement en dehors des réalités les plus élémentaires. Et l'idée, c'est de dire, eh bien, si on se rapproche de ces hypothèses-là, idéales, de ce monde idéal, eh bien, on mènera des politiques économiques les plus efficaces possibles. C'est ça la logique de cette économie dominante. Sauf que, que constate-t-on dans la réalité ? Dans la réalité, on constate que cette concurrence libre et non faussée, elle n'existe pas. Il n'y a pas de concurrence libre et non faussée. Aujourd'hui, sur la plupart des marchés, il n'y a pas de concurrence. Il y a des situations qu'on appelle de monopole, quand vous avez une entreprise qui s'accapare la totalité de l'approvisionnement d'un marché, ou, ce qui est beaucoup plus fréquent, des oligopoles. Oligopole, c'est vous avez quelques grands intervenants sur un marché qui dominent le tout. Parler du téléphone, la téléphonie mobile, c'est exactement le cas d'un marché qu'on appelle oligopolistique. C'est-à-dire vous avez 4 grands opérateurs, je crois que c'est ça, 4, en France, qui se partagent le marché. Alors, ils n'ont pas le droit, en théorie, ils n'ont pas le droit de s'entendre. Hein, parce qu'il faut maintenir une concurrence. Mais leur intérêt bien compris est de ne pas justement trop se taper dessus et plutôt de se partager le marché pour que chacun y trouve son compte. Mais généralement, quand vous avez des grandes entreprises qui se partagent un marché pour qu'elles y gagnent, c'est rarement le consommateur qui gagne dans le même temps. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, avec l'économie dominante, on vous prône un truc, on vous vend quelque chose, et en fait, c'est l'inverse qui se passe dans la réalité. Hein, on vous dit, il faut libéraliser parce qu'il faut libérer les énergies. Bon, enfin, vous connaissez tout. On va pas mal commencer à parler macroniste, mais vous connaissez tout le vocabulaire qui va avec. Libérer les énergies, il faut entreprendre la Startup Nation et toutes ces conneries. Ah pardon, c'est enregistré, mais bon, tant pis. Donc, ça, on a l'idée, voilà, la concurrence, le machin. Mais en fait, il n'y a pas de concurrence. Sur la plupart des marchés, il n'y a pas de concurrence. Sur le marché automobile, il n'y a pas de concurrence. Dans l'aéronautique, il n'y a pas de concurrence. À chaque fois, ce sont des oligopoles. Et par exemple, le fait d'être en situation d'oligopole fait que vous avez un pouvoir sur les prix. Faisons une petite parenthèse inflation. Vous vous rappelez qu'on a connu un épisode inflationniste important à partir de la fin 2021 jusqu'au début 2024. Bon, ça s'est calmé, provisoirement ou pas, on verra, mais on a eu cet épisode important. Comment ça a été analysé par l'économie dominante ? Ça a été analysé précisément sous l'angle de l'offre et de la demande. L'économie dominante a dit, eh bien, en fait, s'il y a
de l'inflation, c'est parce que la demande est plus élevée que l'offre. Puisque la demande est plus élevée que l'offre, ça fait augmenter les prix, donc inflation. Remède utilisé par les banques centrales pour lutter contre l'inflation, augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que quand vous augmentez les taux d'intérêt, ça rend le crédit plus cher, donc ça va réduire la demande de crédit, donc aussi la demande sur tout un tas de biens et services. Sauf que dans l'épisode inflationniste qu'on a connu, il y avait effectivement un décalage entre l'offre et la demande. Mais pas comme nous l'ont vendu les banquiers centraux. Alors Jérôme Powell, qui est le patron de la Fed, de la Banque centrale des États-Unis, qui en 2022, à l'été 2022, avait dit « On a besoin d'une hausse du chômage ». C'est gonflé quand même pour un banquier central. On a besoin que le chômage augmente un peu. Pourquoi? Eh bien précisément pour ça. L'idée, c'est de dire il faut réduire la demande. Si on réduit la demande, eh bien, il y aura moins de production. Donc, s'il y a moins de production, il y a besoin de moins de personnes à embaucher. Donc, si on réduit la production, il y a plus de chômage. Mais c'est le prix à payer pour avoir moins d'inflation. Christine Lagarde, du coup, qui embraye fin 2022, dit on a besoin d'une légère récession. Une petite, hein, pas trop douloureuse, mais quand même, on a besoin d'une petite récession. Donc, quand même, c'est des banquiers centraux qui vous disent ça, hein. La logique est la même. Pour limiter la demande, et donc si vous réduisez la demande, vous réduisez l'activité économique, donc le PIB il va moins augmenter. Le PIB, c'est la richesse créée au cours d'une année dans un pays. Bon. Sauf que, effectivement, il y avait un décalage entre l'offre et la demande, mais il n'était pas dû au fait que la demande partait à la hausse. Mais post-Covid, il était dû au fait que l'offre était trop basse parce que, vous savez, toutes les chaînes de valeur avaient été coupées, c'est-à-dire avec la mondialisation, pour produire un bien, vous avez besoin d'un composant qui est produit dans tel pays, une autre partie est produite dans tel autre, etc. Et avec le Covid, eh bien, vous aviez des usines qui étaient arrêtées un peu partout dans le monde. Donc le temps que tout ça se remette en route, que les connexions se refassent et qu'on puisse relancer la production. Vous vous rappelez peut-être sur l'automobile, il y a eu des problèmes avec l'automobile parce qu'il y avait tout un tas de voitures qui étaient construites, pas de problème, mais les composants électroniques dont sont truffées les voitures maintenant, eux, manquaient parce qu'il y avait eu des entreprises qui, notamment en Asie, étaient arrêtées et le temps de relancer tout ça, eh bien, les délais pour acheter une voiture avaient fortement augmenté. Bon. Donc sur cette base-là, la distinction que l'on a entre offre et demande, elle est due non pas à un excès de demande, mais à une pénurie d'offres. Donc, quand votre réponse, c'est de dire on augmente les taux d'intérêt pour limiter la demande, ben en fait, vous provoquez effectivement une récession économique. Et vous n'attaquez pas la cause réelle de l'inflation. Parce que la cause réelle de l'inflation, elle est due justement aux entreprises. Alors ça a été montré, hein, contrairement à ce qu'a pu nous raconter notre... alors si ce n'était pas dramatique, ça en serait drôle, hein, mais je pense que c'est un des pires ministres de l'économie qu'on ait eu. Je suis sûr que vous le connaissez. Il s'est exilé en Suisse un mois après. Hein, notre cher Bruno Le Maire. Donc lui, si vous vous rappelez, il a passé son temps à dire non, il ne faut pas augmenter les salaires. Hein, il y a de l'inflation, mais il ne faut pas augmenter les salaires. Pourquoi ? Parce que ça va créer une spirale prix-salaire. C'est-à-dire que si on augmente les salaires, ça augmente le coût de production des entreprises.
C'est effectivement, pour une entreprise, le salaire ça rentre dans ses coûts de production, et donc ça va augmenter les prix. Bon. Sauf que le Fonds monétaire international, institution truffée d'insoumis, comme vous le savez, le Fonds monétaire international avait mené une étude, et il avait mené une étude sur une vingtaine d'épisodes inflationnistes dans différents pays du monde. Et ils ont montré que, en fait, cette spirale prix-salaire, ça n'existait jamais ou quasiment jamais. Et quand il y avait une petite hausse des prix due à la hausse des salaires, ça s'arrêtait très rapidement. Donc, l'épouvantail agité par le maire, c'était pour ne pas augmenter les salaires. Bien. Mais pourquoi ne voulait-il pas augmenter les salaires? Eh bien, pour favoriser les entreprises, et en particulier les plus grandes d'entre elles. Et l'inflation, en revanche, elle a été due à l'accroissement des marges de manière très importante par certains secteurs industriels. C'était le cas en particulier du secteur de l'énergie, du secteur du transport maritime. Je peux vous dire que ce n'est pas un hasard si Rodolphe Saadé a racheté BFM TV, RMC juste après le Covid. Parce que CMA-CGM a vu ses marges augmenter dans des proportions gigantesques. Et ça a été le secteur de l'industrie agroalimentaire. J'avais quelques chiffres comme ça. Si on prend par exemple depuis 2017, chiffre, année choisie au hasard, hein, donc depuis 2017, les profits ont augmenté de 18% en moyenne. Hein. Évidemment, il peut y avoir des écarts importants entre les secteurs. Les salaires réels, c'est-à-dire inflation déduite, ont baissé de 6%. Les prix ont progressé de 30%. Et la consommation alimentaire a chuté de 9% en volume, c'est-à-dire en quantité. Donc voilà le tableau. Pourquoi il y a pu avoir ce phénomène-là? Pourquoi l'inflation elle a été entraînée par les profits? Eh bien, précisément parce qu'on est dans des situations d'entreprises qui sont en situation de monopole ou d'oligopole et qui peuvent augmenter les prix, hein, sans que ça les pénalise. Et c'est ce qu'elles ont fait. Alors, elles ont pris aussi prétexte de la guerre qu'a menée la Russie en Ukraine, début 2022, qui a augmenté des coûts de production. Alors c'est vrai, mais quand vos coûts de production augmentent de 5%, si vous augmentez vos prix de 30%, ce n'est pas à cause de la hausse des coûts. Vous profitez de cette hausse des coûts pour augmenter vos marges de profit. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que en économie, il y a toujours un truc qui, ça fonctionne tout le temps, c'est-à-dire que on crée de la richesse matérialisée par le PIB, produit intérieur brut. La richesse, ce PIB, en fait, c'est comme un gâteau. Donc, comme quand vous avez 1% de croissance du PIB, ça veut dire que la taille de votre gâteau a augmenté de 1%. Et ce gâteau, il est partagé. Et il est partagé entre deux grandes parties, les salaires qui reviennent aux ménages et les profits qui reviennent aux entreprises. Et vous avez toujours une bataille entre le travail, qui est issu des ménages, et le capital des entreprises pour s'accaparer la plus grande part du gâteau économique. Et donc, ce qui s'est passé là, c'est que quand le rapport de force est favorable aux entreprises, et qu'en plus vous avez un gouvernement qui soutient les entreprises et absolument pas les ménages, eh bien le rapport de force il est totalement déséquilibré. Et c'est ce qui a donné ce genre de choses. Alors évidemment maintenant ils arrivent, ces gros malins, en disant mais on ne comprend pas, on n'arrive plus à vendre nos produits. Bah tiens, c'est bizarre. Vous comprimez les coûts, vous n'augmentez pas les salaires ou très peu, en tout cas ils augmentent bien moins vite que l'inflation. Donc ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le salaire réel, c'est-à-dire le salaire
une fois l'inflation déduite, c'est-à-dire ce que le pouvoir d'achat, c'est ce que votre revenu vous permet d'acheter. Bon, eh bien, si les prix alimentaires ont augmenté de 20-30% et que votre salaire il a augmenté de 5%, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en économie, hein, tout le monde fait ses courses, et tout le monde a vite compris que après la sortie du Covid, l'addition, elle grimpait assez fortement quand on allait faire ses courses. Et elle grimpait beaucoup plus vite que le salaire. Donc, évidemment, il y a un problème. Et c'est là où se cristallise aussi une opposition entre les partisans de ce qu'on appelle l'économie de l'offre, hein, donc tous les néolibéraux de tout poil. Alors dans les néolibéraux, attention, c'est comme... il y a 50 nuances de néolibéralisme, et qui vont du RN en passant par toute la nébuleuse des partis de droite extrêmes divers et variés, aux macronistes. On peut même aller jusqu'à l'aile droite du parti, enfin l'aile droite du Parti socialiste, c'est un peu un pléonasme, mais jusque voilà une bonne partie pour pas dire la totalité du Parti socialiste, qui s'est quand même très largement converti au néolibéralisme. Et donc pour tous ces gens-là, c'est la politique de l'offre. Je rappelle que François Hollande, une fois, avait dit dans un discours qu'il prônait un socialisme de l'offre, ce qui en soi veut rien dire. Hein, mais comme il est parti socialiste, il mettait socialiste, mais la politique de l'offre, c'est ce que je viens de vous raconter. C'est l'idée qu'il faut produire au meilleur coût, la meilleure qualité au meilleur coût pour être le plus compétitif et piquer des parts de marché aux autres. Bon. Ce type de politique, ça peut marcher, mais ça peut marcher si vous êtes seul à le faire. Si, au contraire, tout le monde le fait, ben, ça ne va pas être très efficace. Je m'explique. Alors ça a marché pour l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne de Gerhard Schröder au début des années 2000. Schröder s'est lancé, socialiste pourtant, hein, allemand, membre du SPD, s'est lancé dans cette politique-là. Ça a consisté à réduire les coûts, effectivement, et rendre les produits allemands plus compétitifs. L'idée étant de gagner des parts de marché. Donc ça a été efficace pour l'Allemagne. Beaucoup moins pour les partenaires commerciaux de l'Allemagne qui, eux, du coup, ont pâti de ça. Et je me rappelle une fois d'Angela Merkel disant « Il faut que tous les pays européens nous suivent dans cette politique et fassent comme nous. » Ah, j'aurais dû dire « Mais Angela, révise tes cours d'économie de première année. » C'est pas possible. Parce que si tout le monde... Alors c'est ce qui s'est passé, hein, pourtant. Tout le monde s'est lancé là-dedans. La France aussi. Que se passe-t-il ? Je prends un exemple très simple pour que vous compreniez très facilement. Si je suis tout seul à baisser mes coûts de 10%, admettons, ça me permet de baisser mes prix de 10%. Je garde mes marges de profit, voilà. Donc, je deviens plus compétitif que les autres. Je vends 10% moins cher que les autres, donc je vais piquer des parts de marché, mes profits vont augmenter. Très bien. Maintenant, si tout le monde fait ça, eh bien, si tout le monde fait ça, tout le monde baisse ses prix, baisse ses coûts de 10%, donc tout le monde baisse ses prix de 10%, au final, ben, la situation reste inchangée. Personne ne pique de part de marché à personne, la structure reste la même. En revanche, les baisses de coûts de 10% pour tout le monde, alors c'est des coûts pour les entreprises, mais ça veut dire aussi, pour les ménages, c'est 10% de revenus en moins. Donc ça veut dire que la demande de biens et services, elle a diminué de 10%. Et c'est là-dedans qu'on est enfermé depuis des décennies en Europe, depuis au moins 15-20 ans en Europe. Ces politiques-là de compétitivité, où on essaie de réduire notre chômage en le transférant chez nos partenaires européens. Et au final, ça produit quoi ? Du marasme économique. Parce que pendant ce temps, vous réduisez la demande, donc vous réduisez les possibilités de vente pour les entreprises. Et donc, contrairement à l'objectif qui est avancé, dire ces politiques de compétitivité, elles vont permettre de gagner des parts de marché, d'augmenter les profits, rien du tout. Les profits stagnent, voire baissent, et le niveau de vie de la majorité de la population diminue aussi. Donc c'est bien pour ça que
dans le cadre de l'avenir en commun, ce qui est défendu, c'est une politique de la demande. C'est l'inverse. C'est de dire l'économie, elle est là pourquoi? Quel est le rôle de l'économie? Le rôle de l'économie, c'est de satisfaire, hein, vous avez entendu parler du programme de l'avenir en commun, c'est l'économie au service de la satisfaction des besoins. Donc satisfaire les besoins essentiels des individus. Alors c'est très simple ces besoins-là, hein. Se loger, se nourrir, accéder à la santé, à l'éducation, à la culture, pouvoir se déplacer, bon voilà, avoir un minimum vital, enfin un minimum qui ne soit pas non plus trop bas, hein, mais pouvoir avoir une vie qui soit digne d'être vécue à ses yeux. Bon. Et donc pour ça, évidemment, il faut donner des moyens et donc des revenus. Dans la logique de la politique de demande, ça ne veut pas dire que c'est une politique anti-entreprise, comme on l'entend très souvent parler. À cet effet, il y aura, c'est samedi matin, je crois que c'est à 10h, il ne faudra pas se lever tard, il y aura un débat entre Aurélie Trouvé et le patron de la CGPME, qui est le syndicat c'est le MEDEF pour les petites entreprises, pour les PME. Hein. Et donc, certainement que vous allez l'entendre pleurer sur le fait qu'il y a trop de charges, vous savez, hein, des charges qui sont des cotisations, mais les entreprises sont trop ponctionnées, etc., alors qu'on fait exactement l'inverse. Bon. Mais une politique de demande, c'est absolument pas une politique anti-entreprise, parce que précisément, les entreprises, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'elles font quand elles décident, quand elles réfléchissent à est-ce que je vais investir, est-ce que je vais développer mon outil de production et la production, est-ce que j'embauche plus? Elles regardent quoi? Elles regardent, est-ce que j'ai des chances de vendre ce que je vais produire? Donc elles regardent ce que va être ou ce que pourrait être la demande. Donc elles essaient d'anticiper ce que va être cette demande. Et si elles anticipent que la demande va augmenter, ça va les inciter à développer leur production, à développer leur investissement et à développer l'emploi. Et si les salaires ont augmenté, ça permet de développer cette demande et donc d'entraîner une sorte de cercle vertueux. Alors évidemment, après, il faudrait regarder plus en détail sur qu'est-ce qu'on veut favoriser comme production. Il n'est bien évidemment pas du tout question de dire on augmente les salaires et puis chacun produit ce qu'il veut sans regarder à l'impact écologique, social. Bien évidemment, après par des mesures fiscales notamment, on peut essayer de rediriger la production vers ce que l'on juge être le plus essentiel. Mais une politique de demande, eh bien, par exemple, vous avez peut-être vu qu'en ce moment, on fait l'éloge de l'Espagne. L'Espagne, le nouveau modèle européen. Alors, il faut se méfier quand on est érigé en modèle, parce que tôt ou tard, les modèles, ils se cassent tous la gueule. Donc, mais ce qu'il faut reconnaître à l'Espagne, c'est qu'elle mène une vraie politique de gauche, on va dire. L'Espagne a augmenté assez sensiblement son salaire minimum. Alors là, tous à Bruxelles et les autres chefs d'État se disent « Oh là là, mais comment ça se fait? L'Espagne, ils ont des taux de croissance plus élevés que nous, même si ça ne doit pas être un objectif pour nous, hein, mais bon, en raisonnant avec leur logiciel, ils ont des taux de croissance plus élevés que nous, etc., etc. » Ben oui, évidemment. Quand vous permettez d'alimenter la machine économique, eh bien, ça fonctionne, ça va créer de la richesse. Si vous augmentez les revenus, si les entreprises anticipent que la demande va être supérieure, parce que les revenus augmentent, elles vont investir plus. Et c'est l'investissement qui est le moteur de la création de richesse. Elles vont investir plus, donc elles vont embaucher plus, donc elles vont distribuer plus de revenus, qui va alimenter une demande supérieure, qui à son tour va à nouveau entraîner une hausse, un développement de l'investissement, donc des revenus, etc., etc. Donc potentiellement une forme de cercle vertueux. J'explique ça de façon assez simple, évidemment, si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. Après, il y a des contraintes extérieures, il ne faut pas que les revenus que vous distribuez aux ménages ils soient dépensés juste pour importer des biens et services du reste du monde. Bon. Mais
vous voyez bien qu'il y a des moyens, de faire autrement. Alors, pour terminer, avant qu'on puisse discuter ensemble, parce que le but, c'est pas non plus de faire trop long, vous avez vu qu'à la rentrée, on va discuter du budget Bayrou. Hein, ce cher François, qui est en économie une nullité, je pense qu'il rivalise avec Bruno Le Maire. Hein. Là, je pense que vraiment Macron, il est choisi bien. Il n'y a aucun problème. Donc le budget Bayrou, si vous avez entendu déjà avant l'été, hein, il nous a énoncé un petit peu à quelle sauce on allait être mangé. Donc le grand credo de Bayrou, mais ça date depuis des décennies. Hein. Bayrou, il a en horreur la dette. Hein, vous savez, la dette publique, alors là, c'est l'épouvantail absolu. Il voulait même inscrire la règle d'un déficit nul dans la Constitution. Pour vous dire à quel point le gars, tout n'est pas branché. Hein. Parce que c'est totalement absurde d'inscrire dans la Constitution une mesure économique. Parce que par définition, l'économie, elle s'adapte à la conjoncture, et donc ce qui peut s'entendre à un moment peut être totalement contre-productif à un autre moment de l'histoire. Bon. Mais il a en horreur la dette. Alors il nous a fait le couplet, hein, encore, hein, la dette qu'on lègue à nos enfants, la dette qui est vraiment un fardeau, on ne peut plus rien faire à côté à cause de la dette, etc. etc. Bon. Pour celles et ceux que ça intéresse, petit moment promotion, avec quelques collègues des économistes atterrés, je ne sais pas si vous connaissez certains, on avait écrit un bouquin, et il est en poche maintenant, deuxième édition 2024, on l'a actualisé, justement pour déconstruire toutes les âneries qu'on entend sur cette question de la dette. Bon, donc Bayrou nous dit, oh là là, la dette, il faut réduire, et il faut réduire donc le déficit, parce qu'évidemment, c'est le déficit qui fait qu'on doit s'endetter pour financer le déficit. Quand vous dépensez plus que vous n'avez de recettes, pour équilibrer le tout, il vous faut emprunter. Bon. Et comment on finance de la politique économique et de la politique publique ? Il y a deux moyens. Soit par la dette, soit par la fiscalité. Alors, le problème des gros malins macronistes et de Bayrou et toute sa bande, c'est que ils ne veulent pas de dette, ils veulent réduire le déficit, donc réduire la dette, et ils ne veulent pas augmenter la fiscalité. Bien. Comment vous financez une politique économique digne de ce nom ? Eh bien, vous ne la financez pas. Donc, la seule solution pour eux, c'est quoi ? Eh bien, c'est de tailler dans tout ce sur quoi ils peuvent tailler. Et aujourd'hui, parce qu'on a déjà taillé dans plein de choses. Mais maintenant, ça devient difficile. Donc maintenant, on s'attaque au dur. Et le dur, c'est le système de protection sociale français. Cette chose qu'on devrait chérir, sacraliser effectivement, et qui est assez différent de ce que font les autres. Ce modèle-là, c'est ça qui est attaqué. Alors, quand même, pour bien voir l'état de la situation. Aujourd'hui, alors ça c'était du temps de feu Barnier, de l'éphémère Barnier. Il disait il faut économiser 60 milliards. Hein. Le déficit s'est creusé d'environ 60 milliards. Écoutez, ça tombe bien. Parce que, là encore, une institution tout à fait gangrénée par les insoumis, la Cour des comptes, présidée par, alors là aussi, un personnage vraiment formidable, Pierre Moscovici. Alors lui, il est costaud aussi. Hein. J'ai eu l'occasion de l'entendre, il est venu à Bordeaux l'autre fois, là, au printemps à Sciences Po. Il nous a dit pendant toute la conférence qu'il ne faisait pas de politique, mais chacune de ses phrases était politique. Mais bon, peu importe, il n'y a pas une contradiction près. Et il nous a raconté, mais alors
toutes les âneries possibles et imaginables en termes de dette publique, tant et si bien qu'à un moment, j'étais obligé de lever la main et de lui dire qu'il racontait n'importe quoi. Ce qui ne lui a pas tout à fait plu, je le concède, mais ça a beaucoup plu aux étudiants qui étaient là, par contre. Je les voyais quand même, je me suis dit, il raconte quand même des trucs bizarres, ce gars-là. Bon, et donc la Cour des comptes avait montré dans 2 rapports que depuis 2017, date à nouveau choisie au hasard, depuis 2017, il y a un manque à gagner en termes de recettes fiscales qui, je vous le donne en mille, est à peu près de 60 milliards d'euros. Donc en fait, on a une situation où Macron et ses différents gouvernements a volontairement réduit les recettes fiscales d'environ 60 milliards d'euros. Évidemment, ça fait exploser le déficit budgétaire. Parce qu'en plus de réduire de réduire les recettes fiscales, ça a un effet aussi récessif sur l'économie. Parce que vous creusez le déficit et vous êtes obligé de vous endetter pour financer ce déficit qui se creuse. Financer le déficit par la dette, ce n'est pas forcément mauvais. Tout dépend à quoi sert votre endettement. Si votre endettement sert à financer de l'investissement public, à financer la bifurcation écologique de l'économie, ça va créer de la richesse. Et donc, ça va permettre de récupérer de l'argent qui permettra de rembourser ce que vous avez emprunté. Et certainement qu'il restera des choses que vous pourrez réinvestir. Donc là, la dette n'est pas forcément un problème, et même n'est pas un problème. Ça devient un problème quand c'est utilisé comme Macron. C'est-à-dire qu'on fait des cadeaux fiscaux aux ménages les plus riches, aux plus grandes entreprises, pour 60 milliards supplémentaires, parce qu'il y en avait d'autres avant, mais pour 60 milliards, ça augmente, ça creuse le déficit. Évidemment, on n'est plus du tout dans le fameux 3% le seuil de 3% d'un déficit public qui doit être inférieur à 3% du PIB. On était même arrivé à 6. Hein. Bon. Et donc, qu'a fait Macron et ses gouvernements successifs? Eh bien, ils ont emprunté. Mais emprunté, pourquoi? Pour combler le manque de recettes fiscales. Donc ça, c'est de la dette qui ne sert à rien. C'est de la dette qu'il faut rembourser, mais qui ne sert pas à créer de la richesse pour pouvoir la rembourser. Donc, Macron creuse, creuse et creuse. Et continue de creuser. Donc là, la solution qu'ils ont, c'est, puisqu'on ne veut pas augmenter les impôts, hein, c'était la ritournelle de Bruno Le Maire, et c'est encore celle de Bayrou maintenant, puisqu'on ne veut pas augmenter les impôts, eh bien, il faut ajuster les dépenses. Donc, alors, Bayrou, qui est un centriste, comme vous le savez, c'est toujours un truc qui m'amuse. Non, ça m'amuse de moins en moins, mais le centre, je ne sais pas, pour moi, ça n'existe pas en politique, le centre. Parce que vous savez très bien que ceux qui sont ni de droite ni de gauche sont toujours de droite. Donc ça par contre, c'est une loi qui est assez bien vérifiée. Et donc, leur idée, c'est de taper dans les dépenses publiques. Et alors, Bayrou alors donc dit oui, bon, on va essayer de récupérer une 40aine de milliards. Là, on va pas 60, c'était beaucoup d'un coup. On va récupérer une 40aine. Bon, vous avez noté quelques mesures progressistes qu'il a énoncées avant l'été. Alors, il y a l'idée des 2 jours fériés, hein, parce que vous savez qu'on est des gros feignants, qui foutons rien au mois de mai, parce qu'il y a des jours fériés, et donc il propose de supprimer le lundi de Pâques et le 8 mai. Bon, je ne sais plus qui a dit ouais, mais en Allemagne, ils ne l'ont pas le 8 mai. Effectivement. Effectivement. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, il n'y a pas de raison qu'on l'ait, nous. Parce qu'on était potes avec eux à l'époque. Donc, il y a ces 2 jours. Et alors, ils attendent quoi de la suppression de ces 2 jours? Ils attendent un gain de 4 milliards. Bon.
Alors, comme je vous ai dit, ils s'attaquent à la protection sociale, mais ils essaient de faire passer ça discrètement, en disant, bon, ben, on maintient les prestations sociales et les retraites au niveau, en 2026, on les maintiendra au niveau 2025. Donc, dit comme ça veut dire, bon, ben, ok, c'est constant. Sauf que en 2026, il y aura de l'inflation. Et donc, même si l'inflation elle est de 1% ou de 2%, ben, si le montant des prestations ne bouge pas, ça veut dire qu'en fait, en termes réels, vos prestations baisseront de 1 ou 2%. Et ça rapporte, les prévisions de Bayrou, c'est supposé rapporter 7 milliards. Alors, autre chose qui, à mon avis, est même le plus scandaleux à mes yeux, la baisse des dépenses de santé. Alors, doublement des franchises médicales. Et le truc le plus dégueulasse, c'est l'idée de moins rembourser les affections de longue durée. Parce qu'évidemment, comme chacun le sait, vous avez choisi d'être malade. Mais si vous voulez, ce n'est pas totalement stupide dans leur raisonnement absurde d'individus. C'est-à-dire, quand vous regardez bien, et c'est symptomatique, hein, quand Macron avait sorti son « il suffit de traverser la rue pour bosser », mais c'est son inconscient qui parlait. Parce que ces gens-là ne voient tous les problèmes économiques que sous l'angle de la responsabilité individuelle. Si vous êtes au chômage, ben, c'est parce que c'est de votre faute. Donc, si vous êtes malade, ben, c'est aussi un peu de votre faute. Donc, le grand mot, c'est il faut vous responsabiliser. Et donc, vous responsabiliser, et vous aurez remarqué comment ils responsabilisent. Parce que, évidemment, de manière générale, ce sont les malades qui braquent un flingue sur la tempe de leur médecin pour qu'il leur fasse une ordonnance comme ça. Bon, donc ça n'a aucun sens. Mais pendant ce temps, on ne touche pas à la médecine libérale, parce que c'est quand même son électorat aussi, principalement. Donc, ça, c'est supposé rapporter 5 milliards. 5 milliards 5. Les collectivités territoriales, comme si on ne leur avait pas assez baissé le budget, eh bien, on veut baisser le budget, là aussi, d'un peu plus de 5 milliards. Bon, et donc vous avez tout un tas de mesures comme ça. Mais toutes ces mesures sont des mesures négatives. Il n'y a rien qui est susceptible de stimuler l'économie française là-dedans. C'est que des choses qui vont... Parce que je vous fiche mon billet que si les 2 jours sont supprimés, l'an prochain ou dans 2 ans, vous entendrez tous ceux qui bossent dans le secteur du tourisme gueuler parce que les gens ils ne prennent plus les week-ends prolongés au mois de mai. Et ils vont pas dépenser un peu voilà, dans les locations ou passer un week-end prolongé par-ci, par-là. Évidemment. Donc tout ça est absurde. Et c'est d'autant plus absurde que autre chose, donc c'est la responsabilité individuelle pour cette économie dominante, et c'est la logique du court-termisme. Donc ce sont des gens qui sont complètement myopes, quoi. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Volontairement ou pas, je ne sais pas, parce que là-dedans, il y a des gens qui sont cyniques, parce qu'ils déroulent ça, parce qu'ils savent que ça sert leur intérêt. Mais il y en a qui y croient. Je suis presque tenté de les plaindre. Bon, la logique, c'est une logique très court-termiste. Bon, on sait très bien que qu'est-ce qui faisait la force de l'économie française? C'était précisément son modèle social. Parce que vous aviez une population qui était plutôt bien éduquée, plutôt en bonne santé, avec des qualifications plutôt pas mauvaises, et donc avec un système de transport, un maillage du territoire qui était efficace. Et c'est ça qui faisait que des entreprises étrangères venaient s'installer en France. Pas le coût du travail. Parce que si c'est uniquement le coût du travail, bon, évidemment, on n'attirera jamais personne. Des pays en Afrique, en Asie, avec une main-d'œuvre beaucoup moins coûteuse, seront toujours plus compétitifs. Bon. Et donc, l'avantage comparatif, comme on dit en économie, pour nous, c'était ça. Or, qu'est-ce qu'on se fait? On est en train de se transformer en une économie de services, alors bon, spécialisée dans le luxe, l'aéronautique,
et puis deux, trois choses. Et puis sinon, les qualifications ou les créations d'emplois, la moitié des créations d'emplois, c'est de l'auto-entrepreneuriat et des apprentis. Bon, par définition, ce sont des métiers avec une à moindre valeur ajoutée et à moindre qualification. Quand je dis, c'est pas péjoratif, hein, mais évidemment, il y a des métiers, tous les métiers sont nécessaires, enfin tous, une bonne partie sont nécessaires. Il y a bien des bullshit jobs, comme disait David Graeber, mais je ne suis pas en train de faire la promotion des métiers intellectuels contre les métiers manuels, pas du tout. Hein. Parce que justement, je pense que quelqu'un qui a un métier manuel, si tout s'effondre, il aura plus de chances de survivre que moi, avec les âneries que je suis en train de vous raconter. Là, quand il faudra bouffer ou construire ma hutte, je serai plus embêté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une économie qui, du coup, est moins créatrice de richesse. Hein, donc voilà la logique. Alors, et tout ça, pourquoi? Parce qu'on voit l'économie uniquement sous l'angle d'un marché. Et quand on parle d'économie sous l'angle d'un marché, ça veut dire que chaque bien ou service devient une marchandise. Et une marchandise à laquelle on donne un prix et qu'on va s'échanger. Et donc, c'est pour ça que se développe, par exemple, l'enseignement privé. Et puis, vous savez que l'enseignement privé est de qualité. Hein, Betaram, Stanislas, vraiment, bon, on a quand même là, dans le public, on a du retard. Mais alors dans l'enseignement supérieur, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'écoles privées qui se montent comme ça, tant et si bien que le ministère de l'enseignement supérieur commence à y regarder, parce que même les libéraux commencent à se dire, alors là, on est en train d'avoir un truc, on ne sait plus du tout, quoi. Parce qu'il y a tout un tas d'écoles qui ferment en plein milieu d'année. Hein. Vous avez payé 10 000 balles et puis bon, ils ont plus les moyens, ou ils n'ont personne pour faire cours, où on passe les cours à distance, où on vide les maquettes, ou, bon, etc., etc. Il y a plusieurs exemples. Donc, le problème, c'est que quand des biens, des services publics sont traités comme des marchandises, eh bien, il ne faut pas s'étonner que ça fonctionne mal. Enfin, les exemples sont multiples. Je vais pas, hein, les maisons de retraite, les crèches, etc., etc. Pourquoi? Parce que, et là aussi, ça a des effets à plus long terme. Quand on regarde juste l'équilibre financier à court terme, eh bien, on ne voit pas tout le reste. C'est notre intérêt d'avoir une population en meilleure santé. Parce que les économies qu'ils font d'un côté, ben, ça va nous coûter beaucoup plus cher par le fait qu'il y aura plus de monde qui va être malade ou qui va avoir des maladies, qui vont avoir des maladies chroniques, etc., etc. L'éducation, c'est pareil. Comment vous voulez monter la Startup Nation, donc supposément avec de l'innovation, et l'innovation, ça ne tombe pas comme ça. Il faut des ingénieurs, il faut les former, etc., etc. Donc si, dans le même temps, vous baissez tous les budgets de l'enseignement supérieur, eh bien ça ne va pas dans ce sens-là. Bon. Tout ça pour vous dire, et je m'arrête là, que l'économie dominante est une vaste supercherie qui vous vante un truc, mais qui fait le contraire, et qui est... Alors, c'est une vraie réussite. Hein. Je terminerai là-dessus quand même. L'économie dominante, c'est une vraie réussite du point de vue de ses promoteurs. Parce que ça atteint l'objectif qui est recherché, qui évidemment n'est pas claironné sur tous les toits, mais l'objectif qui est recherché, qui est d'enrichir la petite minorité déjà de très riches ménages ou entreprises. Vous voyez bien d'ailleurs. Macron, quand Bernard Arnault n'est pas content, il appelle Macron, il l'engueule et l'autre, il obéit. Donc le pouvoir, il a changé. Alors, malgré tout, il y a de l'espoir, hein, parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Et quand 50% plus 1 arrivera à comprendre que son intérêt bien compris est de voter pour un programme comme l'Avenir en commun, eh bien là, on pourra faire de très belles choses. Voilà. Merci beaucoup.
Il nous reste une demi-heure, donc je vous propose, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien se dévouer pour faire passer le micro? Ouais. Oui, merci pour ton exposé, mais je reste un peu sur ma faim, puisque le titre c'était Contrer l'économie dominante. Donc je sais bien qu'il y a le programme de l'avenir en commun, qui est un programme, on va dire, minimum. Comment fait-on aujourd'hui pour se débarrasser du capital, puisque c'est quand même l'objectif final, avec en tenant compte des transformations évidemment de ce capital? Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre intervention. C'était très intéressant. Moi, j'avais une question par rapport aux mesures / annonces qu'est en train de faire Trump par rapport à la hausse des tarifs douaniers. Quelle est votre position vis-à-vis de ça? Est-ce que vous pensez que la France doit avoir une réponse différenciée par rapport aux autres pays européens? Si oui, laquelle? Est-ce que vous pensez qu'elle doit au contraire être plus sur le devant de la scène, pas autour de ses partenaires européens, pour affirmer sa position dans l'Union européenne? Quelle est votre vision sur la réponse à apporter à ce problème qui est posé? Merci. Bonjour, merci pour votre conférence. Il y a un point qui est intéressant à développer, qui a été peu développé, c'est le budget Barnier amendé à la haine, qui arrive non seulement à relancer l'économie, mais également à baisser la dette en dessous des 3%. Est-ce que vous pourriez en parler, s'il vous plaît, et qui a été évidemment passé à la trappe par 49.3 ? Alors, on reprendra une deuxième série de questions sans problème. Je vais répondre rapidement. Sur le PIB, évidemment, hein, que je l'ai dit, l'économie, ça doit être vu non pas sous l'angle de la croissance, parce que ça c'est ce qu'on nous dit toujours, hein. Si on n'a pas de croissance, on ne peut rien faire. Bon. Mais si l'économie est vue comme étant la satisfaction des besoins essentiels de la population, dans ce cas-là, le problème principal à régler, c'est celui de la répartition de la richesse. Pas de la création, mais de la répartition. Et on s'aperçoit d'ailleurs que quand on a une meilleure répartition de la richesse, souvent, ça conduit à une amélioration aussi de la croissance économique. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui croît. Il y a des choses qui doivent croître, il y en a d'autres qui doivent absolument décroître. Donc là, évidemment, il faut rentrer dans le détail de tout ça. Et dans le temps imparti, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'aller dans le détail de tout. Voilà. Concernant l'Espagne, bon, je prenais ces exemples-là, j'entends bien hein, ce que vous dites. Je prenais quelques exemples-là pour montrer qu'une politique un peu plus tournée vers la demande, même dans le contexte européen, peut quand même avoir des résultats un peu plus positifs que les sempiternelles politique de l'offre. Alors bien évidemment, ça dépend des alliances politiques, je suis tout à fait d'accord, et il n'était pas du tout dans mon propos de faire de l'Espagne l'exemple à suivre, etc. Parce que par ailleurs, il y a quand même toujours certaines faiblesses en matière de taux de chômage qui restent toujours très élevés, etc. Alors le modèle alternatif, vous avez la soirée parce que ça va être long. Et puis, bon, moi, je n'ai pas de recette clé en main. En revanche, ce qui me semble impératif pour un gouvernement insoumis qui arriverait au pouvoir, dans un premier temps, c'est de reprendre le contrôle sur le financement de ces politiques économiques. Parce que tant qu'on reste pieds et poings liés vis-à-vis des marchés financiers, c'est très difficile de mener une politique autre. Parce que, obligatoirement, je rappelle, je crois que c'était en 2017, avant le premier tour, il avait commencé à se développer l'idée sur les marchés financiers d'un risque Mélenchon.
Et donc, je peux vous dire que les grands acteurs sur les marchés financiers, s'ils anticipent que un gouvernement insoumis peut arriver au pouvoir, ils vont très vite sortir les capitaux, attaquer l'économie et rendre une autre politique le plus difficile possible. Regardez ce qui s'était passé avec la Grèce en 2015. Alors évidemment, la France n'est pas la Grèce, mais Macron fait tout ce qu'il peut pour qu'on se ressemble de plus en plus. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire direct, alors on est entre nous, il ne faut pas le dire, mais instaurer le contrôle des capitaux, on bloque les capitaux pour éviter qu'ils sortent. Ça, c'est une mesure immédiate. Et très très vite, instaurer un pôle public bancaire. Ça, c'est dans le programme. Hein. Mais le pôle public bancaire, ça permet quoi? Ça permet que l'État dise à telle ou telle banque, tu vas financer la transition, la bifurcation écologique, tu vas financer tel projet d'investissement, etc., etc. Et ça permet de se sortir un peu de la pression des marchés financiers. Je ne veux pas dire qu'on s'en sort totalement, mais ça permet. Parce que, par exemple, avec un pôle public bancaire, si l'État a besoin de s'endetter, eh bien, l'État peut dire à ces banques-là, je vous impose d'acheter un minimum de titres, de dettes que moi, l'État, j'émets. Et ce faisant, ça empêche, en tout cas ça limite, la hausse des taux d'intérêt qui ne manquera pas d'arriver, une attaque sur la dette française si on arrivait au pouvoir. Donc ça, c'est sûr. Après, ça, c'est des mesures d'urgence. Après, évidemment, si on veut sortir du néolibéralisme et plus ambitieux du capitalisme, eh bien, il faut s'attaquer à ses fondements. Et ces fondements, c'est revoir aussi les structures institutionnelles du fonctionnement des entreprises, par exemple. Alors là, il y a plein d'expériences. Est-ce qu'elles peuvent être généralisées à des niveaux plus importants? C'est à voir. Toute l'économie sociale et solidaire. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien pour tout, mais bon, il y a cette piste-là. Les communs. Hein, on sait que souvent, quand une ressource est gérée de manière commune, eh bien, elle est gérée aussi de manière plutôt efficace. Donc revenir, voilà, ou contrer au moins en partie cette dépossession par le travail des outils de production. Il y a des exemples. Hein, là. Récemment, on a vu encore Duralex, hein, où les employés ont repris sous une autre forme, bon, et ça a l'air pour l'instant de plutôt pas trop mal marcher. Donc il y a tout un tas de choses. Alors, Trump, évidemment, je me doutais qu'à un moment, on parlerait de Trump et de ses droits de douane. Alors, comment vous dire? C'est très difficile de se prononcer parce qu'il change d'avis tous les jours, voire peut-être plusieurs fois par jour. Donc, vous aurez remarqué que, bon, en fait, Trump, c'est quoi? C'est un caïd. Hein, il se comporte comme un caïd, il menace. Accepte ça ou sinon tu vas voir. Bon, alors ça marche avec l'Europe parce que bon, on a malheureusement des dirigeants qui se couchent dès que l'autre il a à peine ouvert la bouche. On a vu avec l'accord, l'humiliation signée par von der Leyen fin juillet sur les droits de douane. Hein, parce que quand même, l'Union européenne avait préparé des mesures de rétorsion en cas de hausse des droits de douane américains. Et là, on se prend une hausse des droits de douane et puis on dit non, finalement, pas de mesure de rétorsion. Parce qu'on a été bien traité. Hein. En plus, il menace, parce que une semaine après, il a dit bah oui, mais c'était 15%, mais en fait, ça sera 39% si vous respectez pas votre engagement d'investir 600 milliards aux États-Unis. Bon, on n'investit pas déjà en Europe. Donc là, quand même, on vient de décider de s'appauvrir pour financer l'économie américaine. 600 milliards d'investissements, plus 750 pour son gaz de schiste. Et, bon.
et plus des achats militaires là qui n'ont pas été chiffrés. Bon, mais c'est complètement fou. Hein. Cet accord est complètement dingue hein, et délirant. Vous aurez remarqué que ça a été dénoncé même à droite. Hein. Donc là, hein, un éclair de lucidité. Bon, alors concernant les droits de douane, bon, ben, les droits de douane, c'est à double tranchant. Il y a plusieurs façons de faire du protectionnisme. Il y a à la Trump, brutal. On déclenche une guerre commerciale. Alors ça marche si les autres ont suffisamment peur. Et donc ce qui est le cas de l'Europe, malheureusement, apparemment, mais ce qui n'est pas le cas de la Chine. Hein. Vous avez remarqué que sur la Chine, il n'arrête pas de menacer, mais à chaque fois, il reporte. Il dit, bon, attention, hein, là, à telle date, ça va être tant de pourcents de hausse des droits de douane. Et puis après, c'est, bon, attention, hop, ça va être dans 3 mois. Et pour l'instant, avec la Chine, il ne fait pas. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la Chine ne va pas du tout avoir le même comportement que l'Union européenne. Et il a beaucoup à perdre. Parce que les droits... Alors, cette façon qu'a Trump de faire du protectionnisme, c'est absurde. Parce que ça fait perdre tout le monde. En revanche, il y a un protectionnisme qui peut être tout à fait souhaitable. C'est ça le problème, c'est que le protectionnisme n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais accaparé par Trump, ça devient le pire des trucs. Et donc, ça nuit à l'idée protectionniste qui est dans le programme aussi de l'avenir en commun. Mais un protectionnisme qui est sur une base de réciprocité mutuelle. Par exemple, eh bien, je privilégie les produits que de tel pays avec qui j'ai un accord et parce que moi je les ai pas et inversement. Et puis donc je mets des droits de douane sur les autres justement pour privilégier cet accord-là. Et ça peut être quelque chose qui est un peu plus gagnant-gagnant, comme on dit, parfois. Même s'il n'y a pas de recette miracle. Donc ce que je veux dire, c'est que du protectionnisme, ça peut se faire de manière intelligente et ça peut être efficace. Et d'ailleurs, si on regarde dans l'histoire longue, il y a un historien de l'économie qui s'appelle Paul Béroc, qui avait regardé ça sur plusieurs siècles, et on s'aperçoit que les moments de l'histoire où il y a plus de prospérité, c'est d'ailleurs plutôt dans les périodes où il y a du protectionnisme que dans les périodes de libre-échange. Dans les périodes où le libre-échange s'étend, c'est souvent là où l'économie va moins bien. Bon. Le budget Barnier, oui, il y avait eu tout un tas d'amendements, effectivement, notamment de la France Insoumise, qui avait permis d'avoir un budget qui rentrait dans les cases du déficit inférieur à 3%. Comment ? Précisément en rétablissant des recettes fiscales importantes et des recettes fiscales qu'on allait chercher sur ceux qui avaient le plus. Ceux qui actuellement sont lancés dans un séparatisme, hein, parce qu'effectivement il y a un séparatisme, mais c'est celui des riches. Donc oui, il y avait ce budget-là, et puis évidemment le 49.3 a tout balayé. Je suppose que les macronistes et compagnie avaient déserté l'hémicycle parce qu'ils se foutaient que ça passe, parce qu'ils savaient que derrière, de toute façon, il y allait avoir le coup près 49.3. Mais bien sûr, il y a un budget qui pourrait tout à fait rentrer dans les clous, hein, des 3% de déficit. Non pas en baissant les dépenses, mais en augmentant les recettes. On reprend un deuxième tour, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de mains qui se levaient. Peut-être plus vers le fond, parce que... Bonjour. Joseph Andras disait « Le capitalisme ne rendra pas les clés du camion, les clés gentiment ». Est-ce que vous pensez que si jamais les insoumis arrivent au pouvoir, est-ce que vous ne pensez pas que la France risquerait d'être complètement ostracisée par des pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou des... Est-ce que on continuerait finalement à avoir une économie qui pourrait potentiellement être prospère et en tout cas bien pour les Français, quoi. Une autre question. On va essayer d'alterner. Ouais. Bonjour. 2 questions.
Dans quelle mesure la politique de la demande que nous appelons de nos voeux est compatible avec les règles économiques de l'Union européenne? Est-ce que mettre en œuvre une telle politique, ça veut dire désobéir, ou bien est-ce que ça veut dire rompre et sortir de l'UE? Et deuxième question, comment on fait pour se prémunir en cas de politique de la demande contre les effets de spirale consumériste et du coup productivisme, écocide? Tu as évoqué des mesures fiscales possibles, mais tu n'as pas du tout donné d'exemples concrets. Et donc, je suis preneuse d'exemples concrets. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour la conf. Donc pareil, encore une question sur cette politique de la demande. En effet, je ne sais pas si c'est vraiment souhaitable, mais comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter globalement le seuil du salaire minimum sans diminuer les charges patronales des petites PME, peut-être en s'attaquant plus aux grandes fraudes fiscales? Une autre question, s'il y a une femme qui... ouais. Bonjour, merci beaucoup. Ma question en fait, va un peu dans la suite des questions sur la politique de la demande. Je voulais savoir... Oui, pardon. Je voulais savoir si la politique de l'offre, en revanche, se fonde sur l'idée en fait que l'offre va générer la demande un peu dans une surchauffe, et si dans le cadre d'une instauration d'une politique de la demande, l'idée serait plutôt du coup dans l'autre sens d'indexer l'offre sur des besoins réels, raisonnables et rationnels, mais dans ce cas-là, que faire de tout ce qui... par quels outils anticiper tout ce qui est un peu inanticipable, comme on l'a vu avec la crise du Covid, les moments où il y a des renversements dans les demandes à cause de crises et de moments particuliers qui sont un peu difficiles à anticiper et auxquels on va être de plus en plus confrontés. Oui, j'ai vu. Il reste 9 minutes. Donc, je vais essayer de répondre en 9 minutes maximum. Alors, il est bien évident que le capital va pas rendre les clés du camion gentiment si un gouvernement de gauche de rupture arrivait au pouvoir. Ça, c'est clair et net. C'est bien pour ça que je mettais en avant des mesures d'urgence comme le contrôle des capitaux et le pôle public bancaire, notamment. L'exit tax, peut y avoir des choses comme ça aussi qu'il faut mettre vraiment en place très très rapidement pour éviter justement qu'il y ait des attaques trop fortes et une fuite des capitaux qui effectivement mettrait l'économie française en péril. Alors, est-ce que la France pourrait être ostracisée peut-être à court terme? Bon, après, au sein de l'Union européenne, on ne pourra pas, je pense, faire tout à fait la même chose avec la France que ce qui a été fait avec la Grèce. Menacer d'exclure la France de la zone euro, etc., dont on sait que c'est une menace en l'air. On ne peut pas exclure un pays de la zone euro. Donc, après, c'est toujours pareil, c'est une question de rapport de force et de menaces que la partie adverse va juger suffisamment sérieuse et dommageable pour elle pour qu'elle accepte de revoir sa position. Voilà. Et après, moi, j'ai pas de boule de cristal pour savoir comment les choses peuvent tourner. J'ai la faiblesse de penser que, et ça rejoint un peu la question suivante sur les règles européennes, j'ai la faiblesse de penser que la France pourrait malgré tout, en 2017 il y avait plan A, plan B, aujourd'hui c'est on applique notre programme et si nécessaire on désobéit. Bon. Et je pense que on ne pourra pas échapper à ça. Parce que si on veut mener une politique de rupture qui doit faire face à la crise écologique, donc qui doit organiser la bifurcation écologique, qui doit rebâtir des services publics, etc., c'est une politique qui va nécessiter des dépenses importantes.
très importante. Donc, par définition, même si on a juste une fiscalité qui permet de financer une bonne partie de ça, dans un premier temps, les déficits ils vont se creuser. Parce que les dépenses, elles arrivent toujours avant les recettes. Donc, automatiquement, on va sortir des clous, des 3%, voire même peut-être de manière importante. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que si jamais, en 1 an ou 2, on arrive à montrer aux autres pays de l'Union européenne que, ah ben tiens, il y a des signaux positifs, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui s'enclenchent et il y a du positif qui advient, et bien là, je pense que le rapport de force peut s'inverser. Et que les frugaux allemands et autres peuvent se retrouver en minorité. Maintenant, il faut avoir le temps de pouvoir appliquer des choses et il faut appliquer des choses sur le long terme, mais on n'échappera pas au fait d'appliquer des mesures qui ont une valeur un peu symbolique et visible, qui permettent justement de faire en sorte qu'il y ait un soutien plus important. Donc, pour l'Union européenne, je ne vois pas comment on peut faire autrement que de désobéir d'une manière ou d'une autre à un certain nombre de choses. Pas à tout, mais à un certain nombre de choses. Bon, d'un autre côté, je pense que c'est le lieu commun. Hein. Le nombre de pays qui dérogent à quelque chose ou à une mesure ou à une autre de l'Union européenne, l'Espagne et le Portugal sont exonérés, ont pu s'échapper du pseudo-marché de l'électricité horrible. Les histoires de déficit supérieur à 3%, il y en a peu qui sont dedans, hein, et depuis le début. Donc je pense qu'il y a des choses. Évidemment qu'il y aura des pressions, évidemment, mais je pense qu'on peut y faire face. Sur la demande, alors évidemment, souvent le discrédit, c'est quand on dit qu'il faut une politique de demande, on renvoie tout ça aux politiques keynésiennes des années de l'après-guerre, des années 50, 60, 70. L'industrialisation, développement du consumérisme, etc. Bon. On peut tout à fait faire une politique tournée vers la demande en privilégiant la demande. En privilégiant certains types de demandes. Par exemple, on a des taux de TVA. On peut tout à fait avoir une analyse plus fine des taux de TVA. Au lieu d'avoir 3 taux, on peut en avoir 4, 5, 6. Et des productions qu'on juge totalement inacceptables écologiquement, socialement, et leur mettre un taux supérieur à 20%. Et à l'inverse, d'autres qu'on juge essentiels, ou par exemple pour des produits de base dont on considère qu'ils doivent être accessibles à tout le monde, peut-être de mettre un taux TVA égal à 0 là-dessus, ou plus faible que le 5%. Donc, l'outil, moi, que je mobiliserai, c'est ça pour essayer d'orienter. Et puis après, on peut aussi, parce qu'il y a des aides aux entreprises. Il y a, alors les plus, vous le savez probablement, mais les plus grands assistés, c'est pas les bénéficiaires du RSA, hein, c'est les entreprises. 200 milliards de subventions diverses et variées par an. Ça ne veut pas dire que les 200 milliards ne sont pas justifiés. Mais là-dedans, il y aurait du tri à faire. Hein. Ne serait-ce que CICE, Crédit Impôt Recherche. Déjà, vous bazardez ça, vous récupérez 30 milliards d'euros. Quasiment ce que les plus des 2 tiers et 3 quarts de ce que cherche Bayrou. Donc, on peut aussi réfléchir les aides aux entreprises. Parce que et ça renvoie aussi avec la question suivante, hein, la question de une politique de la demande, elle repose aussi sur les hausses de salaire. Et évidemment, ça peut poser un problème à des PME, des TPE, bien évidemment. Mais donc là, justement, là encore, c'est la fiscalité ou le redéploiement des aides aux entreprises qui peut, parce qu'il y a tout un tas de grandes entreprises qui bénéficient d'aides qui sont des effets d'aubaine, eh bien, on peut les rediriger vers ces PME, TPE qui auraient des difficultés à assumer la hausse des salaires. Donc, en fait, tout ça, c'est une question de répartition différente de la richesse pour donner un élan nouveau, hein, un élan différent à
à l'économie. Alors après, sur comment anticiper les choses, par définition, une anticipation, c'est très difficile. Ce que je peux dire, juste en 1 minute pour terminer, c'est que un élément qui est essentiel en économie, c'est la confiance. Et que si vous n'avez pas la confiance, vous pouvez définir toutes les plus belles politiques que vous voulez, que ce soit des politiques d'offre, de demande ou de ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Pour qu'il y ait de la confiance, eh bien, il faut que les individus, tous autant que nous sommes, eh bien, on ait l'espoir que demain, ça ira mieux qu'aujourd'hui. Et si on a l'espoir que demain, ça ira mieux qu'aujourd'hui, eh bien, peut-être justement que du coup, eh bien, on s'engagera plus pour investir, pour les entreprises, pour consommer, alors avec toutes les précisions que je viens d'apporter sur le type de consommation, etc. Mais si vous pensez que demain va être pire qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours augmenter les salaires, ça va se générer, ça va pas donner de la demande supplémentaire, ça va donner de l'épargne supplémentaire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en France. Le taux d'épargne est élevé. Alors évidemment, tout le monde n'épargne pas, mais globalement, le taux d'épargne des ménages est élevé, est à un niveau assez haut dans l'histoire, parce que, précisément, on n'a pas cette confiance-là. Donc l'ingrédient, c'est ça. Et donc, pour avoir de la confiance, il faut aussi avoir une forme de récit, de dire, voilà où on veut aller. Et puis, où on veut aller, il faut que ce soit un petit peu enthousiasmant, quoi. Donc, eh bien, on veut aller vers une économie plus solidaire, vers une économie qui prend à bras-le-corps la bifurcation écologique, etc., etc. Donc déjà, il y a ce signal-là pour essayer d'entraîner le maximum de personnes. Et puis, je compte sur vous pour ça aussi. Bon, merci beaucoup et bons amphis.